Il y a beaucoup de jeux pour enfants qui sont là pour éduquer les enfants à certaines choses, leur apprendre la motricité fine, la mémoire, à s'exprimer. Mais arrivé à un âge, les enfants vont commencer à jouer au même jeu que les adultes. Et à ce moment-là, il va falloir leur apprendre un petit peu l'opportunisme, la frustration, la fourberie. Et c'est là que Tsum Tsum intervient. Un jeu pour les enfants un petit peu méchant. Tsum Tsum, c'est un jeu de Luc Rémond et illustré de façon très choupie par Laure Makota. Ça joue de 2 à 4 à partir de 6 ans et on est sur un jeu d'agencement de cartes. On pose des cartes les unes à côté des autres sur un plateau. Plusieurs fois pendant la partie, on va pouvoir mettre l'un de nos jetons sur l'une des cartes. Pas forcément celle que je viens de jouer, mais une carte qui a déjà été jouée par quelqu'un et qui n'a pas de jeton. C'est ces cartes-là qui me rapporteront des points à la fin de la partie, et là, chaque carte a ses petits critères. Cette pieuvre me rapporte des points pour chaque requin qui va y avoir sur la même ligne. Ce Bernard l'ermite me rapporte des points pour chaque baleine qui va être autour. À moi d'essayer de me placer aux bons endroits, et à moi d'essayer de jouer des cartes qui ne vont pas donner des points aux autres. On joue jusqu'à ce que le plateau soit rempli, et si j'ai le plus de points, j'ai gagné. Je pense que c'est un jeu qui est assez idéal pour des moments partagés entre les enfants et les parents, aussi bien à 2, 3, 4, et où les parents ne vont pas s'ennuyer, ils vont devoir quand même un peu réfléchir pour essayer d'anticiper ce que va faire leur enfant. Je pense que c'est le genre de jeu dans lequel les enfants vont progresser. Au début, ils vont jouer un peu au hasard, essayer de valider leur propre mission et jouer leurs propres cartes pour leur propre mission. Mais plus ils vont avancer, plus ils vont devoir un peu repérer ce que fait l'adulte et ce que font les autres autour de la table pour jouer des cartes à des endroits qui ne les arrangeront pas. Il y a plusieurs niveaux de stratégie. C'est un jeu de plateau, et il vaut seulement 13 €. C'est rien de le dire, mais au vu du nombre de jeux et des prix qui augmentent tout le temps, je trouve ça assez bluffant d'avoir réussi à faire un jeu comme ça, à ce prix-là. Une fois que votre enfant aura grandi, vous allez peut-être vous en lasser parce que les objectifs, les scorings sont un peu toujours les mêmes. Forcément, c'est un jeu pour 6 ans, mais assez vite, vous pourrez passer sur des jeux comme Carcassonne et autres qui viendront renouveler ce genre de jeu. Je sais pas si vous avez joué, mais c'est obligé que vous connaissiez Ricochet. Ricochet, qu'est-ce que c'est? C'était tout simplement un jeu de plateau où je faisais des petits ricochets de mot en mot dans l'espoir de trouver un rébut. J'ai entendu il y a quelques temps que Ricochet allait sortir en version kids, version enfant. Je me suis dit, bon, ok, le jeu est génial, mais je suis pas convaincue. Je suis là aujourd'hui pour vous parler de Stratus et Nimbus, qui sont les ricochets kids et qui sont tout aussi bien que le ricochet adulte. Souvent dans le monde du jeu, on nous parle d'effet waouh. Oh, j'ai joué à ce jeu et vraiment c'était spectaculaire, j'ai été bluffé par le matériel, les mécaniques, etc. etc. Nimbus et Stratus, ce sont des jeux qui ont des effets waouh. Mais vous jouez sur des plaques de carton avec quelques polyomino et vous assemblez des mots entre eux. Autant vous dire que c'est pas le genre de jeu sur lequel on s'attend à être un peu émerveillé. Et pourtant c'est le cas. Nimbus et Stratus sont deux jeux qui rentrent dans la gamme Ricochet, des jeux de Cyril Blondel sortis il y a quelques années, et sur lesquels il a été rejoint par Paul-Henri Argiot. L'un se joue à partir de 7 ans, l'autre à partir de 10 ans, et je vous les présente en même temps parce qu'ils ont quand même un gros point commun. Vous avez une grille avec soit des images qui représentent des objets, soit une grille avec des mots écrits, et sur ces grilles vous allez devoir placer des formes de Tetris sur des groupes d'images ou de mots qui vont être rapprochés sémantiquement. Rouge, vert, jaune, bleu, du coup je mets un petit Tetris pour indiquer que tout ce groupe-là, ce sont des couleurs. Le but de ces jeux, ça va être de placer la totalité de nos formes, jusqu'à ce qu'il ne reste qu'un certain nombre d'images ou de mots. C'est justement ce truc-là de réfléchir, qu'est-ce qui peut aller bien ensemble? Je sais que les mots, ils sont forcément à côté, adjacents, sinon mes Tetris, ça marcherait pas, faudrait que je les découpe. Mine de rien, même si je sais ça, c'est tout aussi complexe. La magie de ces deux jeux, qui était aussi la magie de Ricochet, c'est que dans Nimbus, les objets ressemblent à des lettres, et les lettres qu'il vous reste vont former un mot qui vont compléter un dialogue. Et dans Stratus, quand vous lisez les mots dans le bon ordre, ça va former un rébus qui vous donne une petite solution et qui vous permet de savoir si vous vous êtes trompé ou pas dans votre grille. Je pense que ce jeu s'adresse à tous les parents qui viennent nous voir en boutique et qui nous demandent des jeux pour leurs enfants, pour essayer de jouer en solo ou de jouer avec eux. Vu que Nimbus est un peu plus simple à partir de 7 ans, je pense qu'il peut être très facilement utilisé par des orthophonistes ou des gens qui veulent essayer de faire jouer les enfants, mais en les faisant travailler un petit peu en Tsum Tsum. Quand j'ai essayé, je me suis dit bon, vas-y, on teste. À mon avis, c'est quand même assez simple. Mine de rien, j'ai beaucoup réfléchi. Je me casse autant la tête que dans un ricochet. Je trouve ça tellement malin. Je trouve que ça donne du renouveau au jeu. Ouais, franchement, c'est un gros coup de cœur pour moi. C'est un jeu, malheureusement, qu'on n'arrive pas trop à en vendre en boutique ou à conseiller parce que c'est pas des jeux auxquels on a l'habitude de jouer. Et pourtant, c'est un jeu qui est excellent pour les enfants,
pour les adultes, pour jouer en famille. C'est un casse-tête solo, mais tellement plus malin que ça. On vous en a déjà parlé 503 fois sur la chaîne, mais si le but de cette vidéo est de dire c'est quoi les meilleurs jeux de l'été, et bien très clairement, dans les meilleurs jeux de l'été, il y a Sink or Swim, le premier jeu coopératif de natation synchronisée. C'est totalement déjanté. Mais quand je me fais une image mentale de à quoi je veux faire jouer mes potes cet été, à quoi je veux passer des nuits d'été avec les gens que je retrouve à travers la France à jouer, qu'est-ce que je veux leur faire découvrir? Il y a évidemment ça dedans. C'est un jeu coopératif dans lequel, dans un temps imparti, on doit tous piocher des cartes avec des numéros et des couleurs et se mettre d'accord parce que le jeu va nous imposer qu'on joue tous des cartes de même couleur, de même numéro, sur lesquelles il y a des mains de dessiner, ou alors mettre des numéros différents des autres. On a 30-40 secondes pour en discuter, jouer nos cartes très vite et arriver à réussir les 5 missions qui vont se cumuler les uns les autres dans le temps imparti. C'est furieux. C'est absolument coopératif. Vous ne gagnerez que si vous vous aidez, que si vous vous entraidez les uns les autres. C'est excessivement drôle parce que vous allez galérer de ouf et parce que régulièrement, le jeu va vous dire « But wait, there's a twist !» Il va vous le dire en anglais, parce que le jeu est en anglais. Et là, le jeu va vous sortir une espèce de gage que vous allez vous cogner jusqu'à la fin de la partie. Non seulement vous galérez sur les missions, et en plus, le jeu vous donne des contraintes absurdes. C'est furieusement drôle. Et c'est aussi furieux que drôle. Il y a un truc assez fou que n'ont pas les autres jeux, c'est l'application. Vous jouez avec un petit téléphone à côté qui compte votre temps et qui à la fin vous donne des scores. Et une des choses à faire absolument dans Sink or Swim, c'est essayer de battre les scores qu'on a fait avec des équipes précédentes. C'est très rare dans les jeux et c'est un challenge vraiment que vous allez surkiffer à réaliser. Chaque fois que vous allez jouer, vous allez tomber sur des missions différentes. Il y en a 10 dans le jeu. Et elles sont de plus en plus dures et les gages, les twists qu'on va vous balancer sont de plus en plus foutraques. Ça, j'y joue avec tous mes potes avec qui j'ai envie de créer un moment un peu mémorable. Un peu quand on va visiter un lieu, ben là on va se rappeler des années après. Là, quand on aura joué à Sink or Swim, on va se rappeler des années après. C'est 3-6 joueurs. J'ai joué à 3, j'ai joué à 6, j'ai également joué à 4 ou 5. Ça marche dans tous les cas. Alors Sink or Swim, pour l'instant, il coûte 32 € parce qu'il est en anglais. Bon, avec mes collègues, on a fait une petite traduction à l'intérieur du jeu pour tout vous traduire. Il n'y a aucun texte sur le jeu, mais il est un petit peu plus cher que la moyenne, parce que c'est de l'import. L'an prochain, mais vraiment dans un an, hein, un peu loin, il y aura une version française du jeu. En attendant, pour cet été, il est là, en anglais, avec toute notre traduction et notre amour. Sink or Swim, j'y joue avec tous mes potes qui sont fans de The Crew, tous mes potes qui sont fans d'Orléans Invasion, parce que ce qu'on adore, c'est se mettre d'accord dans l'équipe sur on fait un plan, un peu comme si on faisait un braquage, qui va faire quoi, et après quand on joue, on voit si vraiment ça s'est bien passé comme ça. Et ce qui nous fait super marrer dans le groupe de potes, c'est que ça se passe jamais comme on avait prévu. Mais c'est ça en fait, Sink or Swim, ça a beau être de la natation synchronisée, c'est vraiment un jeu de braquage de banque. Chaque semaine à la boutique, on brasse des tonnes de jeux, des tonnes de nouveautés. Ils ont tous beau être pétris de bonnes intentions, certains jeux attirent plus notre attention que les autres, et c'est le cas de Danger de Blé pour moi. Et c'est un jeu dans lequel, avec assez peu de matériel, on va quand même avoir pas mal d'axes stratégiques possibles. Danger de Blé, c'est un jeu d'affrontement à deux, dans lequel vous allez chercher à marquer plus de points que votre adversaire. On va créer de la bière, et on va créer du pain. À chaque tour, vous jouez une carte, qui va pouvoir vous servir à produire des ressources. Soit ça me permet de payer des cartes, ça me fera des points de victoire. Ou alors, j'améliore mon plateau, et je les glisse sous mon plateau pour améliorer mes actions. À vous de choisir parmi les options que vous avez en main, laquelle est la meilleure pour poursuivre la partie. Il y a des années fructueuses où vous aurez beaucoup de ressources. Et il y a des années de sécheresse où là, le marché sera plus limité. En plus, si jamais je crée une trop bonne récolte, ben j'ai une grange, elle n'est pas extensible. Si je la remplis entièrement, je vais devoir donner de la ressource à mon adversaire. Vous vous doutez bien que j'ai pas envie de lui donner de quoi acheter ses cartes. À la fin de la partie, vous avez un score pour votre pain, un score pour votre bière. C'est seulement le plus petit des deux qui va compter et qui va être votre vrai score. Donc à vous d'équilibrer les deux pour marquer le plus de points possible. Moi c'est le genre de jeu que j'imagine bien jouer en couple, ou jouer avec mon pote avec qui on joue souvent tous les deux, ou jouer avec ma mère qui aime bien les jeux de gestion de ressources. Il y a deux trucs que j'aime particulièrement dans ce jeu, c'est les cartes à triple utilisation. J'ai beau avoir 2 cartes en main, je peux faire 6 choses différentes, donc à moi d'essayer de trouver la meilleure option à mon tour.
et on est très limité dans ce qu'on va faire. Notamment, on a très peu de place de stockage pour nos ressources, et si je déborde et que je produis trop de ressources, j'en fais cadeau à mon adversaire. Et évidemment, j'ai pas envie que ça arrive, parce que ça va lui donner des bonus. Comme vous êtes très contraint dans vos actions pendant toute la partie, votre première partie sera clairement pas la meilleure. Il va déjà en falloir 2 ou 3 pour un peu cerner ce que le jeu veut que vous fassiez. J'aurais peut-être bien aimé un ou deux petits éléments de plus, peut-être des pouvoirs de cartes un peu plus variés, ou un objectif personnel en début de partie, un petit côté asymétrique dès le démarrage. Et moi je trouve pas que ce soit un défaut, mais je pense que des gens pourront lui reprocher que si je joue avec quelqu'un qui débute, alors que moi j'ai déjà quelques parties d'avance, je vais forcément lui rouler dessus parce que je vais connaître plus de subtilité, donc ce sera plus facile pour moi de dérouler ma stratégie. Plein de petites choses bien sympathiques pour un jeu qui, pour moi, était plus tactique que ce que je m'y attendais. Et que j'ai envie de faire, refaire et refaire encore jusqu'à ce que j'arrive à battre notre ami Sébastien. Un jeu à consommer sans modération. La première chose qui m'a sauté aux yeux quand les boîtes de Saturn sont arrivées en magasin, c'est le design. C'est le côté un peu barré, loufoque de ces personnages rigolos là qui sont un peu partout. C'est un jeu coop, mais c'est pas un jeu coop sérieux à la Subterra quoi, non? Là on est sur du rigolo. En boutique, on me reproche souvent de ne m'intéresser qu'à des jeux qui ont plus de 15 ans. Du coup, pour cette année, j'ai décidé d'apporter un peu plus d'attention aux jeux qui sortent. Et l'un qui m'a tapé dans l'œil depuis le début de l'année, c'est Saturn. C'est un jeu dans lequel on va incarner différents membres d'une équipe présente sur le tournage d'un film, du chargé de production à la star, l'acteur principal. À chaque tour, on va lancer des dés, on va les poser sur différentes actions qui nous permettent de créer des décors, de faire des réunions de prod, de régler des problèmes aussi, et d'avoir des idées complètement barrées. Et le but du jeu, c'est soit d'arriver à faire un film d'une qualité suffisante, voire un chef-d'œuvre, soit de faire un nanar complet en perdant des points tout le long de la partie. Les joueurs vont donc devoir jongler entre le temps et le budget afin de réaliser un chef-d'œuvre ou un nanar en respectant les délais. Chaque personnage a aussi des petits pouvoirs qui lui sont propres. Le directeur VFX pourra rajouter des effets spéciaux, la star pourra remanier un petit peu le scénario parce que c'est quand même elle la star dans l'histoire. Et le jeu se termine dès que les joueurs ont tourné la 5e scène du film. À ce moment-là, on calcule le score et on voit si vous avez réussi ou pas. Le jeu cependant se termine aussi si vous n'avez pas respecté le budget ou le délai. Dans ce cas-là, vous perdez automatiquement la partie. Moi, ce qui me donne envie d'y jouer et d'y rejouer, c'est déjà que c'est pas un jeu très simple, on est toujours à court de temps, à court d'argent, c'est un peu compliqué, mais c'est surtout l'humour. En fait, tous les problèmes et les idées que vous allez avoir, c'est des cartes pendant la partie, c'est des trucs complètement loufoques comme avoir un perchman, mais avoir une vraie personne au bout de la perche du perchman qui prend le son elle-même, enfin c'est voilà, des trucs un peu débiles. Et l'autre chose qui est rigolote, c'est le fait qu'on se raconte le film. Une fois qu'on a fini notre film de 5 scènes, on a des petits dessins sur les cartes et on va pouvoir essayer en tout cas de se raconter un truc à peu près cohérent. Et c'est souvent très drôle. Ça s'adresse à un peu tout le monde. C'est un jeu qui se prend pas au sérieux. C'est assez compliqué, ça peut satisfaire des joueurs, mais ça reste un jeu où il y a de l'ambiance autour de la table quand même et c'est ça qui est bien. C'est le jeu parfait pour moi pour une petite soirée entre amis, pour faire un jeu de 1h30, 2 heures, voilà. Pour moi, il fonctionne très bien à 2, voire à 3, à 4, ça peut devenir un petit peu long. Je lui trouve un tout petit défaut, c'est le système des décors et de la position des dés et de la spatialisation et de fait de devoir des fois tourner, retourner pour comprendre dans quel sens on doit. Mais c'est à la marge. Le petit truc que j'aime beaucoup dans Saturn, c'est son côté mignon. C'est des personnages très cartoon, avec des petites scènes, des petites cartes, toujours très cartoon. Et aussi, chacune des scènes, chacune des cartes qui représentent une scène du jeu, est aussi une référence à un film. Alors l'édition est très cohérente avec le propos, c'est-à-dire que le livret de règles, c'est un livret de scénario, de film. Il y a plein de petites références et plein de petits clins d'œil au monde du cinéma. On sent que ça a été fait avec amour du cinéma. Pour 45 €, vous avez là un jeu ultra complet avec un matériel de qualité et des heures d'amusement devant vous. Alors, action! Souvent en équipe, un soir dans la semaine, on se consacre une petite soirée pour jouer aux nouveautés. Et c'est comme ça que j'ai découvert Écosystème Forêt et que le lendemain, je l'ai mis en tête de gondole parce que je l'ai vraiment beaucoup apprécié. Dans Écosystème Forêt, vous allez avoir des cartes. Vous en choisissez une, vous passez le reste à votre voisin. Donc vous allez construire votre tableau au fur et à mesure en faisant un petit draft. On va avoir tout un tas d'animaux différents et chacun vont vouloir être mis d'une certaine manière. L'ours, comme dans la vie on va dire en général, il va vouloir avoir du miel à côté, donc des abeilles, et des truites. Les clairières, plus elles sont grandes, plus on aura de fleurs, ce genre de choses. Est-ce que j'ai été bon dans tous les animaux?
est-ce que j'ai été le meilleur pour faire la plus grande rivière? Ce qui est intéressant forcément, c'est de gagner plein de points sur un animal en particulier. Mais attention, c'est un peu de la biodiversité aussi. S'il y a plein d'animaux que vous ne scorez pas, vous créez des lacunes dans votre écosystème, et un écosystème avec des lacunes, bah, ça marche pas. C'est un petit jeu super rapide, 15-20 minutes, vous avez fait une partie. C'est le style de jeu que je pourrais sortir comme je peux sortir un Shoten Toten pour jouer le soir, un trio pour pouvoir faire un petit jeu rapide avec les amis. Ce que j'aime bien dans l'écosystème forêt, c'est 1 à 6 joueurs. Du coup, pour une petite boîte, vous pouvez aussi le jouer à 6. Et ça, c'est sympa. On est tous en même temps en train de jouer, puisqu'on choisit une carte où on passe au voisin. Donc, il n'y a pas une personne qui attend. C'est le style de jeu aussi que je pourrais jouer complètement en famille, parce que la mécanique est super simple. Et en même temps, plus on y joue, plus on se dit « Ah, la dernière fois, je me suis fait avoir parce que du coup, j'ai mal placé mes animaux, j'ai perdu des points. La prochaine partie, je ferai différemment. » Voilà pourquoi, moi, Écosystème Forêt, ça a été un jeu que j'ai beaucoup apprécié directement. Je trouve qu'entre la taille de la boîte, le tarif, le nombre de joueurs, c'est très intéressant. Et c'est pour ça qu'en magasin, bah, je l'ai mis en avant et je l'ai bien affiché sur nos tables d'exposition. La sortie d'un jeu chez Bombix, c'est toujours un bon moment, on a envie de savoir ce qu'ils nous ont concocté, et là, ça loupe pas, et la WA, c'est une super bonne surprise. Il y a environ 1 ou 2 semaines, je suis en boutique. Je crois que c'est Thomas qui me dit le jeu et la WA, en fait, c'est un anagramme. Et là, je me dis, tiens, un anagramme. Je regarde et je vois qu'effectivement, c'est un anagramme de Awalé. J'adore la Awalé. Je me dis, ok, j'achète la WA et je teste. Et la WA, c'est vraiment un petit jeu de gestion, mais en format tout petit. Il me fait beaucoup penser à Valbara. Je sais pas si vous avez aimé comme moi Valbara, mais c'est un jeu que j'ai vraiment saigné. Et pour le coup, je le mets un peu dans la même veine, dans la même gamme. Le principe, c'est que je vais avoir des cartes autour d'un feu. Ce feu-là, je vais avoir des jetons dessus. Autour de mes cartes, j'aurai d'autres jetons qui seront empilés. Mon but, quand je prends une carte, ça va m'indiquer un nombre de ressources que je peux prendre. Je prends une ressource devant moi et je fais des ricochets un peu à la Awalé. C'est un jeu de collection de cartes, on va avoir des cartes avec des points, des cartes qui font des points selon la couleur, selon le symbole, etc. Tout le twist, c'est comment on va récupérer ces cartes et comment on va payer ces cartes. Et ça s'utilise, comme le nom l'indique à l'envers, c'est un système d'Awalé. Je prends une carte, je prends des ressources en fonction de la carte que je viens de prendre. Ces ressources me servent à payer la carte, etc., etc. Encore une fois, je suis quand même une grosse adepte de jeux à 2. Je joue principalement et que à 2. Du coup, c'est un jeu qui marche super bien à 2 joueurs. Je vois que c'est jusqu'à 4. Effectivement, à 4, ça doit être un peu plus taquin et un peu plus compliqué dans les ressources que je peux prendre et que je vais essayer d'agencer. Par contre, ça marche de 2 jusqu'à 4. Je trouve ce qui fait le charme de la WA et surtout ce qui m'a convaincu et ce qui m'a plu, ça va être ce principe de ricochet et d'Awalé où je prends au fur et à mesure en tournant tout autour du feu. Je trouve l'ADA mais juste magnifique, les cartes sont belles, je m'y plonge dedans et j'ai vraiment envie d'y jouer. En termes d'édition, c'est très joli déjà, les illustrations de Elsa Roman sont magnifiques, on dirait du Guillaume Singelin, des fois c'est trop beau. Et à part ça, Bombix quoi, donc qualité d'édition au top, les jetons sont un chouïa petits mais franchement très très bien. Je dois l'admettre, mais lors de ma partie, j'ai eu du mal à me repérer au niveau des cartes. Il y a plein de petits symboles sur le dessus, il y aura des symboles pour les personnes qui sont daltoniennes, et ça c'est chouette. Par contre, je vais avoir à côté des symboles pour les types de cartes, je vais avoir à côté des symboles pour les types de cartes qui vont me rapporter des points. Au final, j'ai un package de symboles, une fois dans la main, une fois sur la table, je me mélange les pinceaux de... Alors, ça c'est quoi déjà? Ah oui, non ça veut dire juste vert en daltonien, ça c'est quoi? Ah oui, ça c'est le scoring, et ainsi de suite. Du coup, effectivement, j'avais une table qui faisait 3 km de long parce que j'étalais tout mon jeu pour essayer de voir quelque chose et comprendre. Mais je pense que c'est propre à moi et propre à juste moi qui sais pas lire, tout simplement. Et la WA il se joue de 2 à 4, mais pour moi c'est vraiment un jeu à 2, encore une fois, comme avec Codex Naturalis, c'est un jeu où on a envie de surveiller ce que fait l'autre, de lui piquer les bonnes cartes ou de faire attention à ce qu'il ne puisse pas prendre certaines choses. Donc ça fonctionne parfaitement bien à 2. Encore une fois, je le compare avec Valbara parce que c'est tout simplement un petit jeu de cartes qui coûte moins de 20 €. Je crois qu'on est juste aux alentours de 16 € par là.
Et pour le prix, je trouve ça oufissime d'avoir un jeu aussi complet, aussi fluide, aussi intelligent, stratégique, alors que ça dure 20 minutes. Et je trouve que c'est ça qui fait son charme, tout comme Valbara. L'année dernière, il est sorti un jeu que j'ai particulièrement aimé, qui a été le Next Station London. Aujourd'hui, je vous présente son petit frère qui va être le Next Station Tokyo. C'est pour moi tout simplement l'un des meilleurs jeux à cocher et c'est un jeu que j'emporte partout et que je veux jouer. Pour ceux qui connaissent pas la gamme de Next Station Tokyo ou Next Station London, c'est tout simplement un jeu à cocher. Un jeu à cocher, qu'est-ce que c'est? C'est une feuille de papier. Je vais avoir, en l'occurrence dans ce jeu-là, 4 crayons de couleur avec des couleurs totalement différentes. Mon but, c'est de cocher, encadrer, rayer, faire un petit parcours, comme une espèce de jeu en plateau, mais plus réduit, sur un format minimaliste, et qui est tout aussi stratégique et prenant. Le principe dans celui-ci, c'est que je vais piocher des cartes au fur et à mesure qui vont me donner des symboles. Ces symboles, je vais devoir les cocher dans ma grille, et essayer de naviguer de station en station. Qu'est-ce que je vais pouvoir faire? Qu'est-ce que je vais pouvoir cocher? Où est-ce que je vais aller? Surtout, je réfléchis parce qu'il y a plein de dilemmes. Est-ce que je préfère aller dans cette direction, mais dans ces cas-là, je me contrains par la suite? Ou est-ce que je suis plus raisonnable et je préfère aller sur un petit secteur et voir au fur et à mesure? Le principe, c'est que je ne peux surtout pas repasser par des traits que j'ai déjà fait. Donc forcément, si je m'amuse à passer par la droite, par la gauche, par le milieu, le centre, en haut, en bas, après je suis bloquée pour le reste de la partie. Next Station Tokyo, pour moi, est un jeu purement solo. C'est vraiment pas d'interaction avec les autres. Je fais ma petite grille tout seul en casse-tête, je réfléchis. Du coup, je trouve que c'est un jeu qui est ultra parfait pour jouer tout seul dans un métro, dans un restaurant, chez soi, tout simplement devant la télé ou autre. Mais à plusieurs, ça marche tout aussi bien. Et je dirais pas que Next Station Tokyo a vraiment un truc en plus. Je trouve qu'il est tellement malin, tellement fluide, tellement bien fait, compréhensible, qu'il a... En fait, c'est un global de ce qu'il a en plus. C'est lui qui est en plus, en fait. Il apporte tout simplement quelque chose de renouveau dans ce style de jeu à cocher. Je cherche un défaut pour le Next Station Tokyo. En vrai, je vois pas vraiment de défaut, mis à part qu'il est pas forcément séduisant. Franchement, moi, on m'a dit un jeu où tu joues dans un métro avec tout simplement des ronds, des triangles, des carrés. Je me crois sur une PlayStation. C'est pas vendeur, c'est pas sexy. Par contre, quand on y joue, je vois pas qu'est-ce que je pourrais lui rajouter en plus pour qu'il soit mieux que ça. Au final, la simplicité fait que c'est lui et que c'est un bon jeu. C'est le jeu à cocher que j'ai le plus joué de toute ma vie. C'est l'un des rares jeux où j'ai continuellement envie d'y jouer. Peu importe la situation, peu importe les joueurs, j'ai vraiment tout le temps envie d'y jouer. Là, en ce moment, tous les soirs, j'ai envie d'y jouer. Je suis dans ma douche, je suis en train de cuisiner et je réfléchis et j'ai la petite grille dans ma tête, un peu comme le jeu de la dame où on voit les échecs sur le plafond. Moi, je vois la grille dans ma tête et je suis en train de me cocher moi-même au fur et à mesure. Et je le trouve excellent pour ça. Dans le monde du jeu, il y a un terme pour désigner les jeux auxquels vous pouvez jouer avec vos gosses, avec vos grands-parents, avec des adultes, vraiment avec tout le monde, des choses un peu universelles. On appelle ça des jeux familiaux. C'est pas qu'on vous oblige à y jouer avec votre famille, c'est qu'en fait, ça désigne un jeu qui peut faire jouer le plus grand nombre. Et quand on se fait une image mentale de ce que peut être un jeu familial, il y a des images d'Aventure du Rail, de Catan, de Carcassonne qui apparaissent. Pour autant, je pense que maintenant, il va falloir clairement se mettre en tête que, pour moi, et pour pas mal de mes collègues aussi, la définition du jeu familial, c'est Expédition. Déjà, c'est bête à dire, mais en fait, il y a un grand plateau qui représente le monde. Et c'est peut-être un biais personnel, moi je trouve ça assez, je sais pas, fascinant. Il y a quelque chose qui revient de l'enfance, de dire, je joue sur un plateau qui est une carte du monde, c'est charmant. Sur ce monde-là, qui est super bien illustré par Yann Valéani, on trouve tout plein de merveilles du monde et aussi bien des choses connues que peu connues. Et le but du jeu pour les joueurs, c'est de se balader à travers le monde de façon à arriver dans des lieux qu'on a secrètement dans la main. Clairement, ça fera penser aux Aventuriers du Rail. On veut aller dans des lieux spécifiques. Le gros problème d'Expédition pour les joueurs, c'est qu'on voyage pas tout seul. On voyage en groupe, avec les autres. Et vous le sentez venir, on veut tous aller dans des lieux particuliers et on n'a jamais les mêmes lieux dans la main.
Et donc on va dire, allez hop, on va à gauche, allez hop, on va au nord, allez hop, on va au sud. Et on va un peu se tirer la corde les uns les autres en vous disant, ah non, on était en train d'aller là, je voulais aller. Des missions, vous en avez pas qu'une, vous en avez 9 ou 10 dans la main. C'est la galère, il y a ce tir à la corde, c'est assez vivant autour de la table. Il y a des tas de moments dans lesquels vous allez exulter, râler. Et le jeu, pour autant, n'oublie pas d'être tactique. Sur des tas de cases du plateau, vous allez pouvoir gagner les possibilités de rejouer et donc de taper des sprints avec des expéditions. Vous allez gagner des tickets qui permettront de faire des téléportations, de changer les cartes que vous avez dans la main, de jouer plein de tours d'affilée. Donc c'est entre le jeu d'ambiance où en fait on se marre autour de la table, on va un peu se taquiner, et le truc un petit peu tactique dans lequel au final c'est plein de rebondissements. C'est un vieux jeu, Expédition, c'est sorti en 1985, c'est une réédition qui ont été refaits. Et c'est un jeu de Wolfgang Kramer, l'auteur du 6 qui prend, de Tikal, d'Azul, de grands noms du monde du jeu. Donc quand je vous dis que c'est bien, c'est qu'en plus ça a vraiment été créé par quelqu'un qui sait faire des très très bonnes choses. J'y fais jouer mon neveu, j'y fais jouer ma mère, j'y fais jouer mes potes. C'est assez fort comme ça arrive à faire jouer n'importe qui. Pour autant que je ne joue pas avec des joueurs très rigoristes qui s'attendent à un maximum de contrôle et de stratégie. 2, 3, 4, c'est malin, c'est taquin, 5 ou 6, c'est n'importe quoi, mais c'est rigolo. J'en ai fait plein de parties pour le faire découvrir à des gens et pour qu'on soit tous d'accord sur un point, se dire que ce truc-là, qui pourtant a 40 ans, aujourd'hui a toute sa place. Et j'ai vu quelques articles sur le net dire « Oh, c'est pas très moderne, c'est pas ceci, c'est pas cela ». Je ne partage pas du tout, voire même je suis à l'opposé de ce sentiment-là. Il fallait qu'Expédition revienne. J'ai un petit peu œuvré pour ça, je suis ravi de le voir sortir aujourd'hui et de pouvoir le faire connaître au plus grand monde et de se dire « Ça a beau avoir 40 ans, c'est toujours aussi vivant ». On vous parle de plein de jeux sur cette chaîne et il y a des fois des choses qu'on appelle des jeux surédités, avec trop de matériel, trop cher, trop de débauche d'effets. Bah franchement, Expédition, c'est non seulement un jeu familial, mais c'est surtout un jeu populaire. Ça coûte une trentaine d'euros, c'est plus facilement accessible que plein d'autres jeux de plateau assez chers. Je trouve que vraiment c'est ce qui rend ses lettres de noblesse au terme familial, parce qu'un jeu familial à 50 euros, c'est plus compliqué parmi les temps qui courent. 30 euros, youpi. J'aime tellement Expédition, on a fait une vidéo entièrement dédiée à ce jeu-là sur la chaîne, où vous verrez, j'explique le jeu en baladant sur le plateau. C'est une sorte de prouesse technique, et je crois que ça n'avait pas été trop fait avant dans le monde du jeu, et donc je suis content d'avoir tenté ça. Je sais pas si c'est réussi, mais au moins on essaye. En tout cas, le jeu le mérite. Je sais pas si vous êtes comme moi, mais il y a un jeu que j'ai beaucoup aimé, ça va être Small World. Et j'ai un autre jeu aussi que j'ai beaucoup aimé, ça va être Wingspan. Vous prenez le Wingspan, vous prenez Small World, vous avez Biotop. Biotop tout simplement, quand je vous l'ai dit, c'est un peu un Wingspan et un Small World. Je vais avoir un plateau qui va être central, où je vais avoir des petites tuiles. À moi de me déplacer de tuile en tuile pour essayer de conquérir un maximum du territoire, et forcément de titiller les autres adversaires et de les dégager. Mais à contrario, comme dans Wingspan, je vais avoir un plateau qui va être dédié que pour moi. Ce plateau, il va me servir à poser mes cartes que je vais essayer de gagner par la suite. Tout simplement, je vais avoir des cartes avec des animaux, des biotopes. Ces biotopes-là, ou ces animaux-là, je vais devoir les poser dans ma petite grille en faisant un maximum de combos et de collections de cartes. Plus j'ai de cartes de cet type ou de cette espèce, et plus je gagne de points et des actions. Ces actions me permettent, comme je vous ai dit, soit à interagir sur le plateau qui va être au centre et essayer de conquérir les territoires, soit d'interagir sur les cartes que j'ai en main et essayer de les jouer, ou soit d'interagir sur d'autres petits espaces-temps où je vais pouvoir piocher d'autres cartes et acquérir d'autres ressources. Quand c'est mon tour de jeu, je ne peux pas faire ce qui me plaît. Forcément, j'aurai un choix à faire. Et justement, j'ai trouvé ça ultra frustrant, mais tellement malin parce que vraiment, je réfléchis sur qu'est-ce qui est le mieux pour optimiser mon jeu et faire que je puisse gagner sur les autres. Biotop, en soi, c'est pas un jeu très compliqué. Par contre, je le conseille pas vraiment à des débutants pour une première partie. Faut quand même pas mal réfléchir. Donc, je dirais pour tous les adeptes de petits jeux stratégiques experts moins, dans le style du Wingspan, du Small World, du Earth, plus récemment. Ouais, c'est un jeu qui se prête très très bien à plusieurs. Je pense que plus on est et plus on interagit sur le plateau qui va être au centre et plus on se titille, on se fait des crasses, ce qui, à mon sens, est assez chouette. Next Station Tokyo. Oh, de très très loin, Sink or Swim, c'est peut-être même dans les jeux qui m'ont le plus enthousiasmé cette année. Et la voix. Le jeu préféré d'Orgé de Blé.
Dans la sélection que vous venez de voir, Saturn c'est clairement mon préféré et c'est pour ça que c'est celui dont j'ai décidé de vous parler aujourd'hui. Sink or Swim. Alors je l'ai pas testé parce que j'aimais pas déjà le London. Next Station Tokyo. Les collègues m'ont habitué à avoir plus mauvais goût que ça. Je pense que le jeu que j'aime le moins dans la sélection, c'est Biotop. Mais c'est pas un jeu que j'aime pas. C'est un jeu que j'aime moins que les autres. Je crois que Next Station Tokyo, j'ai une préférence pour la simplicité de Next Station London. Biotop. Cat in the Box. J'aime beaucoup les jeux de pli. Je trouve qu'ils arrivent à faire avec Cat in the Box, un jeu où tu décides la couleur des cartes quand tu le joues. C'est assez fort. À la fin de l'année, il y a plein de jeux de cartes à combo qui vont sortir. J'attends Far Away, Forêt Mixte et The Veil of Eternity. Alors je l'attends, mais j'ai déjà joué les fiefs de Norbois, vous allez voir, ça c'est rigolo. Je dirais Atiwa de Rosenberg, un petit jeu de gestion avec des chauves-souris. C'est un placement d'ouvrier classique qu'on connaît si bien chez cet auteur-là que j'ai pu tester au Festival de Cannes et j'ai hâte que ça sorte en boutique. The Veil of Eternity, parce que du coup on a pu après, pareil ludique, pouvoir faire une petite partie d'essai et j'ai bien envie d'en faire. Oh oui! Oh! Cat in the Box. Tous ces jeux, vous pouvez nous les commander en cliquant sur le lien qui est dans la description et sur la petite image qui est juste à côté. Ou alors, vous pouvez venir à Toulouse, dans notre magasin, au 30 rue des Lois, pour venir nous les acheter, nous rencontrer et discuter de jeux avec nous. À bientôt, abonnez-vous! Salut camarades!